Bonjour mes amis, nous sommes mercredi, alors bienvenue de retour sur la chaîne. Dans cette vidéo, j'ai trois parties pour vous. L'économie russe, puis les actualités internationales, c'est-à-dire la réponse polonaise aux drones russes en Pologne, la réponse de l'OTAN, et d'ailleurs nous avons maintenant une réponse ferme des États-Unis à ce sujet. Restez avec nous, nous finirons par le front. Démarrons avec l'économie russe. La Russie est proche de réduire sa production de pétrole en raison des attaques de drones, selon des sources. C'est ce que rapporte Reuters. Trois sources différentes au sein du gouvernement russe ont déclaré qu'elles pourraient devoir arrêter l'extraction de pétrole brut en raison des attaques ukrainiennes contre les oléoducs et les réservoirs de carburant. Parce que si vous ne pouvez stocker le carburant nulle part et que vous ne pouvez pas le raffiner parce que les raffineries les brûlent, eh bien 25% des capacités sont en train de brûler. Qu'est-ce que vous allez en faire? Ça part au gaspillage, vous devez réduire la production, vous devez diminuer la production. Mais réduire la production de carburant, comme certains d'entre vous le savent, ce n'est pas si simple. Que vous la réduisiez et que vous l'augmentiez de nouveau à l'avenir. Certaines pompes à pétrole, certains puits de forage sont conçus ou fonctionnent de telle manière que si vous réduisez leur utilisation ou le pétrole extrait, vous ne pourrez pas l'augmenter à l'avenir. Ou alors cela coûtera très cher. Transneft, le monopole russe des oléoducs, a prévenu les producteurs qu'ils pourraient devoir baisser leur production après les attaques de drones ukrainiens sur des ports d'exportation et des raffineries clés. C'est toujours une excellente nouvelle lorsque la plus grande station-service du monde n'arrive pas à produire assez d'essence. Cela est lié au fait que la Russie pourrait devoir réduire sa production de pétrole. Poutine a tenu une réunion à ce sujet lundi, il y a 2 jours. Lors de cette réunion, nous l'avons vu pour la première fois et c'est filmé, nous allons regarder la vidéo. Nous l'avons vu admettre le ralentissement. L'optimisme de Poutine concernant l'état de l'économie russe s'est enfin épuisé. Il n'a plus aucun endroit où se cacher maintenant. Lundi, Poutine a réuni pour la seconde fois en 1 mois le bloc économique du gouvernement et a souligné le ralentissement marqué de l'économie russe. Il a cessé d'appeler ce qui se passait un atterrissage en douceur. Savoir ce qui va arriver est catastrophique, c'est vrai. Tout sauf le complexe militaro-industriel stagne déjà fortement ou diminue en Russie, et maintenant le complexe militaro-industriel stagne aussi. Et ici vous pouvez voir tous les ministres liés à l'économie en Russie regarder leurs papiers d'un air sombre, pendant que Poutine explique qu'ils sont fichus. Regardez ces belles expressions. Voici Elvira Nabiullina, sans doute l'un des esprits les plus brillants du bloc économique russe. Elle est la dirigeante de la Banque centrale russe, et elle est très compétente, je dirais, grâce à elle. Le rouble russe ne s'est pas encore effondré, c'est aussi grâce à elle. Il y a environ 1 semaine, la Russie a abaissé ses taux d'intérêt à 17%. Avant, il était à 18%, puis 20% et 21%. Ils ont donc réduit 4 fois, de 21 à 20, puis 18, puis 17. Maintenant, le chiffre officiel de l'inflation en Russie est d'environ 8,1%, mais ça, c'est le chiffre officiel. Je veux dire, sachant que c'est la Russie. Ils manipulent toujours les statistiques ou publient des chiffres selon ce qui les arrange. Donc, on peut supposer que la véritable inflation est d'environ 10 voire 12% peut-être. Ce qui est incroyablement élevé si l'on prend en compte qu'ils ont un taux d'intérêt de la Banque centrale de 17%, et la population russe continue de retirer ses dépôts bancaires. Cette ligne rouge indique l'argent en banque pour toute la Russie en 2025. Voici 2024, la ligne orange. À la fin de l'année, ça baisse toujours parce que les gens achètent des cadeaux de Noël et paient leurs factures, peu importe ce que c'est. Mais en 2025, cela ressemble à une fuite bancaire lente. Même si le taux d'intérêt est très élevé et que vous gagnez beaucoup d'argent si vous le placez sur un dépôt à terme, les gens continuent sans compter de retirer leur argent des banques. Pourquoi cela se produit-il? Premièrement, ils pourraient en avoir besoin pour payer des factures ou acheter quelque chose. Ensuite, ils ne font pas confiance aux banques. Ou enfin, l'inflation dépasse largement le taux d'intérêt de 17% de la Banque centrale. Les gens ne veulent pas placer leur argent dans des dépôts à terme, ils veulent qu'on le retire et acheter quelque chose. Donc ces 3 raisons sont celles que je peux avancer pour expliquer pourquoi cette ligne rouge descend ainsi. Ils retirent leur argent à hauteur de centaines de milliards de dollars. Ce n'est pas une petite somme ici. Et lié à la pression économique en Russie,
Cela est allé jusqu'à ce que même les oligarques écrivent une lettre commune au gouvernement et à Poutine, car le gouvernement, c'est Poutine et le service fédéral de sécurité. Et cette lettre a été divulguée au public par des hackers. Et il s'avère que, dans cette lettre, ces oligarques en particulier, et vous pouvez voir leur signature juste ici à l'écran, demandent au gouvernement de mettre fin à la guerre. Les Russes les plus riches, détenant 70 à 80% de la richesse, demandent au gouvernement de mettre fin à la guerre, parce qu'ils perdent une somme d'argent considérable à cause du ralentissement économique provoqué par cette guerre. Par exemple, le charbon, le fer, les chemins de fer, l'aviation, l'automobile. Ce sont les 5 industries qui ont subi de lourds coûts. Nous parlons d'effondrement des revenus de 30 à 50%, la moitié de l'argent a simplement été retiré de ces industries. En Occident, nous savons que si ces pourcentages nous concernent, je veux dire, c'est fini, c'est la faillite. Et le premier paquet d'aide militaire des États-Unis, approuvé par le président Trump, qui n'est pas approuvé par Biden et qui n'est pas une vente d'armes, c'est un paquet d'aide, le premier paquet d'aide de Trump. Mais quand même, nous commençons par un autre, les drones Shahad ou Get on Drones, qui est un analogue du Shahad fabriqué en Russie. Le Khour ukrainien a révélé les composantes du Shahad. Selon le Khour, à l'intérieur de la munition rôdeuse russe Geron 3 série U, un analogue du Shahad 238 iranien. Il y a de nombreux composants fabriqués à l'étranger. Sur les 45 pièces identifiées, la moitié provient des États-Unis, 8 de fabricants chinois, 7 Suisses Proutin, 3 Allemands, 2 Britanniques et une Japonaise. Et par exemple, regardez ce moteur ou ce qu'on appelle un moteur Sunny Sky, n'est-ce pas? Regardez ce Sunny Sky, États-Unis. Ils disent qu'ils vendent ce moteur pour 1199 $ aux États-Unis. Il est fabriqué en Chine. Vous pouvez l'acheter où vous voulez en tant que civil. Il se trouve dans le drone Shahad. Sans ce moteur, le drone Shahad ne serait ni aussi bon marché ni aussi facile à produire en masse. Donc grâce à ce moteur, ici fabriqué en Chine, vendu aux États-Unis, ils peuvent fabriquer ce drone d'ailleurs en 2023. Voici les pourcentages des composants dans les armes russes. 72% fabriqués aux États-Unis. C'était il y a 2 ans. Le reste des puissances occidentales. Ici, 6, 5, 4, 3%. La plupart des composants sont fabriqués en Occident, car la Russie ne les produit pas et la Chine n'en fabrique pas d'aussi performants ou ne les vend pas à la Russie. Donc ce sont des composants occidentaux qui permettent la production d'armes russes en 2023. Le graphique reste similaire aujourd'hui, ce qui me peine car en Europe de l'Est et du Nord, nous prenons cela très au sérieux, partageant une frontière avec la Russie. Par exemple, la Pologne a fermé la frontière pour tout, pour l'économie, pour les TECD, pour les trains, pour le rail, pour les voitures, pour les camions, aucune logistique. Mais si ces pièces continuent d'aller des États-Unis vers la Russie et qu'ils continuent de fabriquer des missiles qui tuent des civils, cela me fait mal de voir cela. Je ne veux pas finir cette partie sur une note négative à propos des États-Unis. Au contraire, je veux vous donner d'excellentes nouvelles de ce pays. Pour la première fois, l'administration Trump approuve une aide militaire à l'Ukraine financée par les alliés de l'OTAN. Vous pourriez dire que Trump avait déjà vendu des armes à l'Ukraine avant. Oui, c'est vrai, il a signé pas mal de ventes d'armes à l'Ukraine. Et il a permis que des paquets d'aide approuvés par Biden soient mis en œuvre sous son administration, ce qu'il n'a pas encore fait, c'est approuver son propre paquet d'aide. Ce n'est pas une affaire commerciale, c'est un paquet d'aide. Donc oui, il a approuvé le premier, et je suis vraiment content de voir ça. L'Ukraine en a vraiment besoin en ce moment. Ce qui est différent avec les paquets d'aide de Biden, c'est que ce paquet d'aide est financé par les alliés de l'OTAN. Ils contribuent tous au fonds qui achète cette aide spécifique. 2 paquets de 500 millions. Mais cet argent va uniquement aux États-Unis. Ils doivent acheter des armes stockées aux États-Unis, c'est la condition de ce paquet d'aide. Donc Trump parvient toujours à en faire profiter les États-Unis. Ça ne me dérange pas. S'il veut que les États-Unis en tirent profit, ça me va tant que l'Ukraine reçoit les armes. C'est ce qui le distingue des aides de Biden qui permettaient d'acheter des armes auprès d'autres alliés de l'OTAN. Les États-Unis ont en fait mis l'argent pour acheter des armes auprès d'autres alliés de l'OTAN.
Dans ce cas, dans les 2 paquets d'aides de Trump désormais confirmés, ce sont les alliés de l'OTAN qui mettent l'argent pour acheter aux États-Unis. Donc les États-Unis gagnent de l'argent et écoulpent leurs anciens stocks. Je ne suis pas là pour juger, je suis là pour en être reconnaissant. C'est une bonne nouvelle pour l'Ukraine. Maintenant, parlons de l'opération Zapad, un exercice d'entraînement. Zapad qui signifie l'Ouest en russe. Et c'est un entraînement conjoint des forces russes et biélorusses. Et ils s'entraînent à prendre la casquette Zoualki, c'est ça. Ce n'est pas la raison officielle, mais nous savons tous que c'est pour ça qu'ils s'entraînent. Déployer des parachutistes dans la casquette Zoualki, couper les États baltes de la Pologne, puis avaler les pays baltes et attaquer la Pologne. Poutine a en fait assisté à cet entraînement. Nous avons de nombreuses vidéos montrant Poutine parlant à des personnes en uniforme militaire. Nous avons ici même le ministre russe de la Défense, Belousov, qui s'endort, lui aussi en uniforme. C'est une ambiance très étrange dans ces vidéos, honnêtement. Voici un autre extrait de lui en train de marcher, serrant la main des généraux biélorusses. Ce qui est étrange, ce n'est pas la présence de Poutine. Vous voulez faire un coup de propagande, soit. Ce qui est étrange, c'est qu'il y avait aussi des officiers américains, des observateurs présents. Dans cette vidéo, Poutine s'adresse aux observateurs américains et à d'autres. Il y avait des observateurs présents de nombreux pays différents, mais ce sont précisément les Américains qui ont eu un traitement spécial. Poutine avait un traducteur dédié pour eux, pas pour les autres pays. Je tiens à vous remercier pour votre participation. Merci pour votre participation. J'espère que cela a été utile. J'espère que cela a été utile. D'un point de vue professionnel. D'un point de vue professionnel, Mais aussi du point de vue de la récupération. Alors, à quel point c'est étrange ? Le dictateur de la Fédération de Russie, Poutine, s'adresse aux officiers des États-Unis alors que les médias russes disent chaque jour des missiles sur Washington, bombardons New York. Vous savez, ils nourrissent le peuple russe avec du poison pour qu'il déteste les États-Unis. Mais pendant ce temps, ici, Poutine parle aux officiers, les remerciant pour leur participation. C'est juste une combinaison étrange de facteurs. La confiance entre nos pays est bénéfique. du point de vue du haut niveau de confiance et de pression entre les pays, c'est... Merci d'être venu. C'est presque ce qu'il a dit. Je veux aussi vous montrer quand les officiers des États-Unis sont arrivés en Biélorussie pour participer. Voici quelques photos, bien sûr. Vous pouvez voir les officiers américains prendre des photos des manœuvres de chars et des parachutistes descendant des avions, sautant en parachute. Dans cette vidéo, le général biélorusse s'adresse aux officiers américains à leur arrivée sur le terrain. Il y a peu de sous-titres ici, je vais lire ce que je peux. Bonjour. Merci pour l'invitation. Il semble que l'officier des États-Unis ici parle russe. Peut-être que c'est pour cela qu'il a été choisi. Nous sommes ravis que vous ayez répondu à notre invitation. Comme vous le voyez, nous ne cachons rien. Je vais accélérer. Eh bien, comme vous pouvez le voir, des dialogues sont en train de s'établir entre nous deux. J'aimerais y jeter un regard objectif pour donner leurs évaluations objectives. Je suis heureux que vous ayez trouvé l'occasion de venir. Merci pour l'invitation. Les meilleurs endroits pour observer sont Yada. Vous savez, ils échangent des politesses. Partout descendant, les gens se demandent pourquoi des officiers américains sont là. Ce sont des criminels de guerre. Pourquoi aiment-ils cet exercice ? Autant j'aimerais rejoindre ces personnes en disant que c'est un acte honteux de participer à cet exercice, de le regarder, de l'observer. Je dois rester réaliste ici. Il y a une raison précise, ce n'est pas ce que ça a l'air d'être. Le document de Vienne, dans le cadre de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, impose que les exercices militaires dépassant certains seuils, 9 000 soldats pour une notification, 13 000 pour une observation obligatoire, doivent être signalés. Des observateurs étrangers doivent être autorisés. Or, la Russie a souvent sous-déclaré ou fragmenté ces exercices pour rester en dessous de ces seuils. Nous avons souvent demandé des observations, et la Russie a tenté de l'empêcher. Par exemple, en 2017, ils ont affirmé que les exercices impliquaient 12 700 soldats juste en dessous du seuil de 13 000, mais en réalité, ils en ont utilisé entre 70 000 et 100 000.
Au final, certains observateurs occidentaux, y compris les attachés de défense américains, ont été autorisés à assister à certains événements en Biélorussie, mais sans accès complet. L'OTAN s'est publiquement plainte que cela ne respectait pas les obligations du document de Vienne en 2021. Un an avant l'invasion, la Russie a déclaré plus de 22 000 participants, mais n'en a officiellement rapporté que 13 000, affirmant ainsi qu'il n'y avait pas besoin d'observateurs. Ils ont constamment essayé d'échapper aux inspections. L'OTAN s'en plaint depuis des années. Donc oui, c'est pourquoi, selon le droit international de la guerre ou militaire, peu importe le nom, cela a été signé par la Russie. De plus, lorsqu'ils permettent aux États-Unis ou à d'autres observateurs de participer à ces exercices, ils le font. Je veux dire, les États-Unis sont présents, c'est juste que les États-Unis suivent le cadre de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe qui l'exige. Ce qui est amusant avec cet exercice, c'est que habituellement, 10 000 soldats participent à un zapat. La guerre en Ukraine se poursuit et la Russie peine sur le front, confrontée à un manque de main-d'œuvre. Ici, c'est l'inverse. Ils disent que le chiffre est plus élevé, mais en réalité, moins d'hommes ont participé. Peut-être 10, 15 ou 20 000, mais ils ont déclaré 70 000 car c'est l'inverse. Ils n'ont pas autant d'hommes à envoyer ici pour être formés. Ils ont besoin d'hommes sur le front. En plus du manque de main-d'œuvre russe, ils font face à une pénurie d'équipements, surtout en défense aérienne. Étant un grand pays avec de nombreuses possibles attrayantes, ils doivent toutes les protéger. En particulier les S-400, les plus récents. Je veux dire, il y a aussi les 500, mais il y en a si peu. Il y a les 400 plus récents. Une batterie de défense aérienne russe exportée coûte jusqu'à 1 milliard de dollars. C'est le prix à l'exportation. Et il y a un pays qui a payé ce prix, la Turquie, un pays membre de l'OTAN. Cela était un gros problème. En 2017, ils ont acheté les tout nouveaux systèmes de défense aérienne russes, tout en utilisant des avions occidentaux F-16. C'est très étrange d'avoir des S-400 et des F-16 dans la même armée, mais c'est ce qui s'est passé. Aujourd'hui, la Russie a si peu de batteries S-400 qu'elle n'a plus de réserve. Chaque batterie qu'il possède est déjà déployée dans une zone de combat. La Russie manque tellement de systèmes de défense aérienne qu'elle demande maintenant à la Turquie de lui revendre les S-400 qu'elle avait achetés en 2017 pour 25 milliards de dollars. Oh mon Dieu, le prix de tout. Vous auriez pu obtenir des systèmes patriotes, mais ils n'ont pas vendu de patriotes à la Turquie à l'époque. Les sanctions, les pertes sur le champ de bataille et la demande étrangère ont épuisé les stocks de Moscou. Aucune réserve supplémentaire n'a été créée. En Turquie, les systèmes n'ont jamais été intégrés à l'OTAN. Leurs missiles vieillissent et l'entretien est au coûteux. Ankara construit son propre dôme d'acier tout en cherchant à obtenir un allègement des sanctions américaines, Countering America's Adversaries Through Sanctions Act. Que Ankara soit d'accord ou non, la demande elle-même est un signe clair de la pression économique que subit Moscou à cause de la guerre. Et s'il les rachète vraiment, quel que soit le prix, c'est une bonne chose pour la Turquie de se débarrasser de ses déchets. Cela montre que la Russie ne peut pas produire assez de systèmes de défense aérienne S-300 ou S-400. Sinon, ils n'achèteraient pas un système si cher. Maintenant, passons directement à la Pologne. La fermeture de la frontière polonaise, qu'ils ont effectuée très efficacement, a pris des proportions démesurées. Eh bien, en fait, pas vraiment démesurées. 95% des exportations chinoises vers l'Union européenne transitent par la Biélorussie, puis la Pologne, avant d'entrer dans l'Union. Donc, on parle d'un goulot d'étranglement commercial de 25 milliards de dollars pour la Chine, parce que la Pologne vient de fermer la frontière. Comme ça, tout fermé à cause de l'exercice d'entraînement Zapad. Donc, lundi, il y a 2 jours, la Chine a envoyé une haute délégation en Pologne pour persuader les Polonais de rouvrir les postes frontières. Ils ont besoin que leur commerce circule vers l'Union européenne. Toutes les commandes TIMU et ILE Express. Salibaba. Tout ce qui vient de Chine vers l'Union européenne est maintenant coupé. Des milliards gaspillés pour la Chine. Mais la Pologne reste ferme. Après 3 heures de discussion, Varsovie a rejeté la demande de Pékin de rouvrir la frontière avec la Biélorussie, malgré la pression concernant le transit des marchandises chinoises. Le ministre polonais des Affaires étrangères, Sikorski, a attribué la fermeture aux actions destructrices de Moscou et de Minsk.
Ils ont dit que cela coûtait cher aussi aux Polonais, mais que c'était nécessaire. Je suis heureux de le voir. Ici, nous avons un pays qui perd aussi des centaines de millions, la Pologne. Ils perdent des centaines de millions de dollars parce qu'ils ferment ce lien commercial entre la Chine et l'Union européenne. Ils encaissent le coup parce que c'est juste et pour la sécurité nationale. J'adore voir ça. Parce que nuire à la Russie, leur imposer des sanctions, nuit aussi à tous les autres pays. Qui le fait ? Porter préjudice à la Biélorussie ou à la Chine, c'est la même chose. Peu de pays le font vraiment en encaissant le coup, et la Pologne en fait partie. Grand respect au gouvernement et au peuple polonais pour avoir fermé la frontière et résisté face à la Chine. Je vais vous donner un peu plus d'informations à ce sujet. La fermeture de la frontière entre la Pologne et la Biélorussie a gelé une route clé pour les exportations chinoises vers l'Union européenne, poussant Pékin à faire pression sur Varsovie pour rouvrir et rétablir la liaison de fret qui vaut 25 milliards d'euros par an. Qu'est-ce que ça fait 30 milliards de dollars ? Et oui, c'est le rail, c'est le fret, ce sont les camions, c'est tout. Tout ce qui vient de Chine vers l'Union européenne passe par la Pologne. Ce n'est plus le cas. Et je vais conclure ce sujet avec les propos du responsable polonais. Je cite : « Assurer la sécurité de nos citoyens est notre priorité. Nous précisons que cette décision est liée à l'exercice russo-biélorusse Zapad 2025. Mais cela ne signifie pas que la frontière sera fermée uniquement pendant la durée de ces exercices. Je suis tellement heureux de voir cela. Ils font même un peu de flex. C'est comme, oui, c'est le Zapad, c'est la raison, mais nous pouvons la garder fermée plus longtemps si nécessaire. La raison principale, c'est la sécurité de nos citoyens. J'adore voir ça. Il faudrait davantage cela dans l'Union européenne. Ces manigances ont débuté lorsque des drones russes ont pénétré l'espace aérien polonais il y a 1 semaine et demie, et seuls 4 ont été abattus. Ensuite, les drones sont entrés en Roumanie et aucun d'entre eux n'a été abattu. Eh bien, hier, cette vidéo a été publiée en Ukraine montrant des pilotes d'équipage ukrainiens de Mi-8 et un autre à l'arrière, simplement avec une mitrailleuse légère, abattant 6 drones Shahed avec des rafales de mitrailleuses légères, ce qui, en termes de guerre, en termes militaires, est presque gratuit. Ils sont si bon marché qu'on ne peut les comparer. 6 abattus, juste un homme avec une mitrailleuse. Ces drones ne feront jamais de mal aux civils ukrainiens. C'est abordable, efficace et évolutif. Achetez même les vieux Mi-8 si vous voulez acheter un équivalent occidental de ce train. Le point des mitrailleurs abat ces drones dans l'espace aérien de l'OTAN, avec des F-35 et des F-16 avec des missiles ARR coûtant jusqu'à 2 millions de dollars. C'est impensable. C'est une victoire pour la Russie. Chaque drone perdu coûte 2. Et un missile de l'OTAN est perdu pour abattre ce drone, c'est quand même une victoire russe, parce qu'ils épuisent ces stocks très limités et coûteux. C'est la méthode utilisée en Pologne, Estonie, Lettonie, Lituanie et Finlande. La façon la plus simple et économique. Faites décoller les hélicoptères et abattez ces drones avec des mitrailleuses. Ça ne coûte rien, c'est facile à faire. Les mitrailleurs savent déjà tirer. Maintenant, mes amis, nous commençons la dernière partie, qui concerne les lignes de front. Et d'abord, nous n'irons pas à Pokrovsk. Non, nous irons à Kupiansk. Parce qu'à Kupiansk, la situation est la pire en ce moment pour les Ukrainiens. Voici Kupiansk juste ici. Je vais dézoomer un peu pour que vous sachiez exactement où nous sommes. Vous voyez ici. Et j'avance. Nous sommes le 15 septembre sur cette carte. Aujourd'hui, nous sommes le 17, mais cette carte prend 2 jours à s'actualiser. Je vous montre simplement son évolution. Donc, alors que la situation empire, les Russes affirment que Kupiansk est encerclé. Eh bien, c'est drôle parce que ce n'est absolument pas le cas. Mais les officiers ukrainiens affirment aussi que les Russes ont été repoussés tout autour de Kupiansk, ce qui n'est pas vrai. Aussi parce que si on regarde la carte, les Russes avancent dans la zone urbanisée. Ils ont une position solide ici, surtout à Kindreshivka. Et ces champs juste ici sont dans la zone grise, ce qui signifie qu'il n'y a pas de troupes ukrainiennes. Donc ces champs seront certainement contrôlés par les Russes dans les prochains jours. Maintenant, le centre-ville de Kupiansk est très proche des positions russes à Kupiansk. Les zones frontalières et les banlieues sous contrôle russe semblent être la cible actuelle de l'attaque visant à contrôler ces banlieues.
Avant d'aller au centre-ville, ils essaient d'obtenir une sorte d'encerclement avant de se diriger vers le centre. Mais c'est ce qu'ils font habituellement. Et au cours des 3 derniers jours, ils ont progressé et la situation se détériore pour les Ukrainiens. Les Ukrainiens pourraient contre-attaquer, mais ce n'est pas si simple. Pour contre-attaquer à nouveau dans ces endroits, il faudrait des unités spécialement entraînées comme la 3e brigade ou le 1er corps Azov pour le faire. Il y a des brigades d'élite spécifiques, les brigades superstars, dans l'armée ukrainienne qui sont très douées pour contre-attaquer et reprendre du terrain dans des situations extrêmement difficiles. Et toutes sont déployées à Pokrovsk, aucune à Kupiansk. Donc, cette contre-offensive ne peut pas avoir lieu dans cette zone. Les Ukrainiens peuvent actuellement défendre et échanger du terrain contre des pertes russes à Kupiansk. Mais maintenant, je vais prendre un peu de recul et je vais vous emmener sur le front de Soumy, qui se trouve juste ici dans l'oblast de Soumy, à côté de l'oblast de Kiev. C'est le nord-est de l'Ukraine, le nord de l'Ukraine, et vous pouvez voir que la situation est très différente ici. Je suis très heureux de vous en parler et j'aime beaucoup ça. Gardez un œil sur cette zone. Cette zone ici se trouve au nord, couverte par un lac. C'est un lac, et au sud. En attaquant l'Ukraine, en attaquant les troupes ukrainiennes avec des unités de drones et tout, les Russes ne peuvent pas se replier en arrière. Ils ne peuvent pas traverser ce lac. Ils doivent évacuer par les côtés. Les côtés sont déjà sous le contrôle du feu ukrainien. Et c'est une bonne situation. Regardez ça, c'est mieux illustré ici. Les Russes ont encore des hommes. Même si cette carte ne le montre pas, les Russes ont encore des hommes dans ce saillant, juste avant le lac ici. Ils ne s'en sortent pas bien avec ça. Des dizaines de corps de soldats russes dans un lac au nord de Kindativka. Et le siège d'autres groupes russes, en particulier la 810e brigade de Marines, après des affrontements avec le 225e régiment d'assaut séparé. Et ce qu'un blogueur militaire a appelé, c'est l'opération coup de testicule. Regardez, voici la zone du lac juste ici. Ils repoussent les Russes dans ce lac. Ils les éliminent, sans possibilité de retrait. C'est moins de 100, on parle de dizaines de Russes ici. Pourquoi est-ce important ? À cause d'Alexiovka. Laissez-moi revenir à la carte, Alexiovka juste ici. C'est la nouvelle zone que les Ukrainiens viennent de contrôler et maintenant ils commencent à avancer sur ces sites depuis 2 côtés. Les unités russes ici ont été repoussées jusqu'au lac et maintenant les Ukrainiens peuvent avancer. Et laissez-moi lire votre rapport sur les unités présentes à Oleksivka. Quelles unités russes s'y trouvent ? Alors, qui les Ukrainiens essaient-ils d'encercler ? Vous allez être surpris. Le canal Nord, chaîne Telegram russe. Alexievka devra être abandonnée. Ce n'est qu'une question de temps et de combien mourront avant qu'on ne s'en rende compte. La situation se répète. Exactement comme Kondratovka, qui était à moitié encerclée avec la plupart des combattants du 30e venant du 41e, du 177e et du 810e. D'autres ont été enterrés, je ne peux même plus tous les rappeler. Qui sont ces gars ? Une citation directe d'un officier, très peu de gens normaux. Selon l'autre, les alcooliques de Pengener ne sont tout simplement pas assez bons. Les indésirables sont partis, et toute la crème de la société est la crème de la crème. On ne leur donne que 2 magazines, et le reste est dispersé, et seulement avant qu'ils ne partent à l'assaut. Ils n'ont pas de munitions lorsqu'ils sont à l'arrêt, car ils sont dangereux pour l'armée russe et pour eux-mêmes. Mais ce n'est pas de cela dont nous parlons. Maintenant, les unités des 2e et 3e bataillons du 30e vont déjà se déplacer vers Alexievka pour renforcer ceux qui s'y trouvent et empêcher des encerclements complets. Le fait est que, oui, la Russie envoie des unités plus compétentes pour aider ces unités, qui sont les indésirables les plus bas. Les toxicomanes, les alcooliques et les prisonniers à Alexievka, ce sont tous des dangers pour eux-mêmes ici. Dans cette zone spécifique, l'Ukraine fait face à de grandes chances d'encercler Alexievka et d'éliminer ces unités spécifiques d'indésirables. Mais maintenant, mes amis, allons dans le secteur le plus chaud, qui se trouve bien sûr dans l'est de l'Ukraine, à Bakrovsk. Ici, je vous présente les oreilles de lapin d'Opéra Pilia et 2 des encerclements dont les gens parlent en ce moment. Ces 2-là s'emballent,
surtout les courtiers militaires occidentaux et les guerriers de salon, vous voyez? Ils disent bon que cela va arriver, et moi aussi j'ai dit que cela allait arriver. L'Ukraine frappe au nord de Rezina et au sud de Novatereska. Mais ces choses prennent beaucoup de temps. Tout doit bien se passer, c'est un potentiel. Ceci est un potentiel qui pourrait se réaliser si tout se passe comme cela s'est passé jusqu'à présent. Mais les choses ne se passent généralement pas comme ça. Mais ce dont nous pouvons être fiers, c'est que ce qu'a accompli le premier corps Azov est complètement isolé. Ces deux poches. Encore une fois, vous pourriez penser « Oh, des milliers de soldats ». Non, il faut rester réaliste. Dans ces poches réunies, il y a seulement quelques centaines de soldats, pas plus. Et aussi les Ukrainiens ne contrôlent pas physiquement. Ils n'ont pas de position dans cette zone rouge, ils ont des positions à Mayak, juste ici, et ils ont des positions à Nikonarivka, juste là. Que font-ils? Ils ont des secteurs de tir ici. Où? Au-dessus de ce champ, ils peuvent tirer avec des chars et des armes légères. On voit des bois ici. Ils utiliseront des drones pour établir un tir sur ce lien rouge ici. Ils n'ont pas de position physique ici. Mais les secteurs de tir suffisent à empêcher quelqu'un de battre en retraite. Et c'est ce que les gens affirment que cela a été complètement encerclé. Ce n'est pas le cas. Cela a été isolé. Il y a des secteurs de tir sur le chemin de la retraite, si on peut appeler ça comme ça. Pardonnez mon anglais, je mélange un peu les mots. Je ne suis pas très familier avec les termes militaires anglais ici. Mais oui, ces unités ici ont été coupées, pas physiquement, mais à cause des tirs croisés ukrainiens. Dans ce lien, voici juste une autre carte qui vous donne une vue plus claire. Voyez, voici Mayak, voici l'unité encerclée. Je parlais justement de Nikonarivka. Si ce sont de purs champs, ils peuvent tirer par-dessus. Si ce sont des bois et des coupe-vents entre les deux, ils utiliseront des drones pour couper la voie de retraite. Ici, il n'y a que quelques centaines de soldats russes, pas des milliers. Je vois des gens s'inquiéter de cela. Oh, des encerclements massifs, des milliers, des milliers. Ce n'est pas le cas, pas du tout. En me déplaçant sur la ligne de front, j'ai trouvé cette vidéo qui vient d'être publiée. Un soldat russe fume une cigarette pendant qu'ils ont une brouette de jardin. Cependant, vous appelez ça cardinal. Je veux dire, quand je fais du jardinage, j'ai ce genre de chariot pour ramasser mes feuilles et tout ça. Un autre soldat est assis dessus, en train de fumer une cigarette. Ils ont un vélo, un qui les suit avec un vélo. C'est juste une situation amusante. Je dois dire qu'il n'y a rien de mal à ce que les troupes se déplacent et assurent dans la logistique avec des vélos. S'il y a des routes goudronnées ou des chemins de terre secs. Les vélos sont vraiment rapides pour l'armée, parce qu'un bataillon mécanisé avance à quelle vitesse? 5 à 7 km/h au maximum pour cette distance à pied, même avec des voitures, parce qu'il y a tellement d'arrêts. Donc les vélos sont une bonne solution. Mais pas pour la deuxième armée du monde, je veux dire pas pour la Russie, qui est censée avoir des centaines de milliers de camions dans son armée. Certainement pas. Dans la prochaine vidéo, je vous présenterai un soldat russe à vélo électrique ou classique, qui a récupéré un Baba-Yaga ukrainien abattu, un Baba-Yaga qui a été intercepté ou est tombé, et l'a volé pour le ramener à ses gars. Mais l'un des rotors tourne encore. Et si vous connaissez ces Baba-Yaga, je veux dire, j'ai essayé d'en contrôler un. Pendant qu'il monte, il va soulever, il ne va pas me soulever, mais il essaie de le faire car ces rotors ont tellement de puissance qu'ils te déséquilibrent. Donc si tu conduis un deux-roues comme ça, l'un des rotors tourne. Avec un moteur aussi puissant, il est très difficile de diriger ton vélo. Et tu peux voir qu'il va devoir s'arrêter. L'un des moteurs tourne. Je veux dire, il ne peut pas. Il doit s'arrêter pour arrêter le moteur d'une manière ou d'une autre. Parce que ça te pousse, tu sais, sur le côté. C'est juste une situation amusante. Maintenant, passons à la rubrique des membres mensuels Buy Me a Coffee, et ils sont nombreux. Je vais vous lire le meilleur commentaire de la dernière vidéo. Vous vous souvenez quand je vous ai montré? Des soldats russes utilisent du papier toilette pour filtrer de l'eau stagnante ou de l'eau croupie, provenant des canalisations sur le front. Eh bien, KSK de jour dit que le papier toilette d'Artur Rei est spécialement conçu pour être utilisé par les troupes russes pour la purification de l'eau. C'est un luxe qui leur a été accordé par M. Poutine pour leur loyauté et leur dévouement indéfectible, voire mortel, à la cause. Continuez à envoyer ces excellents commentaires, mes amis, je vais en lire un dans chaque vidéo désormais. Mais maintenant, à la fin de la vidéo, je vais me massacrer un café. Au début, je n'avais pas de nom.
Maintenant, il y a une liste grâce à vous qui avez écouté et rejoint. Nous avons de nouveau une armée et chaque nouveau membre verra son nom écorché. Nous commençons avec nom, c'est tout. Rian Slezek, KM Lurken, Fukpaudin Silver, Earth Yamas, Ian Emerson. Tu m'as écrit sur Buy Me a Coffee pour que j'écorche ton nom. Voilà, Yamez. Tu es Yamez maintenant et nous terminons avec Osama. Connexion PIN. Merci à tous. Si vous souhaitez que votre nom soit écorché, le lien pour m'offrir un café est dans la description. Jusqu'à ma prochaine vidéo, mes amis, qui sera vendredi, assurez-vous de vous abonner et de revenir. Slavo Grini et au revoir.